autour d'Ignace, des étudiants parisiens. Les 3 premiers sont retrouvés copiolés dans la même chambre, un collège universitaire. Et puis, très rapidement, sont gagnés d'autres étudiants parisiens. Pascal Broët, un Picard, un gars de la Somme, là, qui se retrouve étudier à Paris. Et puis, un Savoyard, un Provençal, un Portugais, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gens-là? Le fait d'avoir été gagnés par l'intermédiaire d'Ignace, gagnés par le désir de servir Dieu. Et puis, si on brosse à grands traits les 450 ans de l'histoire de la compagnie qui s'est mise au service du pape va être très rapidement sollicitée. Ad extra, c'est Saint François Xavier qui part pour l'Inde, demandé par le roi de Portugal à l'époque, puis qui peu à peu va gagner la Chine. Et à sa suite, ça sera Matteo Ricci, qui, dans la continuité de l'humanisme, de la Renaissance, que la compagnie a fait complètement ancien, va s'intéresser aux sciences et va du coup approcher peu à peu, et ça c'est une manière typique de l'époque de la compagnie de fer, va chercher à approcher l'empereur de Chine en se disant, si on arrive à toucher l'empereur, c'est l'ensemble du pays que l'on va gagner, que l'on va toucher. Puis peu à peu ça sera les Amériques, et puis ad intra, les jésuites vont s'investir dans l'éducation, dans la fondation de nombreux collèges, avec beaucoup d'innovations pédagogiques. Finalement, la pédagogie jésuite, en fait, c'est une manière de reprendre des pratiques de droite, de gauche, qui ont du sens, dont on voit qu'elles ont du fruit, et voilà, ça prendra la forme de la ratio sudorum. Ça ne fait pas système, la pédagogie jésuite. On prend ce qui a un bon effet, voilà. Et puis, ça marche bien. Puisque les jésuites sont sollicités un peu partout en France pour fonder des écoles. Et puis il y a également les missions, l'idée de faire connaître la joie de l'Évangile dans des pays qui avaient peut-être perdu le sens de la foi. Ça passera par des grandes figures comme Julien Lenoir en Bretagne notamment. Et les jésuites vont être également sollicités par les puissants pour les conseiller, pour devenir confesseurs. Et puis ils vont être pas mal impliqués dans les grands débats théologiques, que ce soit la réforme catholique au XVIe siècle, puis impliqués dans les grands débats théologiques des XVIIe et XVIIIe siècles, que ce soit le jansénisme ou les rites chinois au XVIIIe siècle. De plus en plus, la compagnie s'expose, se retrouve dans des combats difficiles, que ce soit des combats scientifiques, il y a toute l'affaire Galilée dans lesquelles les jésuites vont être pas mal impliqués, que ce soit des questions peut-être plus politiques, les jésuites assez naturellement rattachés au pape, soupçonnés du coup de ne pas être impliqués suffisamment dans les réalités nationales, Ravaillac, un ancien des collèges jésuites, donc les jésuites soupçonnés d'être également régicides, bref, voilà. On va leur reprocher pas mal de choses, et puis les affaires s'accumulant, ces affaires politiques, ces querelles théologiques, etc., finalement, les jésuites vont être supprimés par un effet domino des différents rois de l'époque, vont être supprimés donc, en 1773, et étonnamment, ils vont perdurer dans des pays non catholiques. En Russie, en Prusse. Et c'est sur cette base-là, avec quelques jésuites qui sont restés clandestins, vous imaginez en France la difficulté avec la suppression de la compagnie puis la Révolution française, ce sont un petit noyau de jésuites restants qui ont transmis un petit peu la flamme, non pas à travers la compagnie, mais la société de Pierre de Clorivière. C'est ce petit noyau-là qui va refonder en 1814 la nouvelle compagnie. Alors c'est un désir à l'époque de retour aux sources, aux racines, avec beaucoup de choses à refonder. Notamment en France, on est passé par l'espèce de tabula rasa qui a fait la Révolution française, notamment au niveau éducatif, il faut refonder tous les collèges. Vous imaginez le temps que ça va reprendre. Puis peu à peu, les jésuites, retrouvant cette veine humaniste, vont s'engager dans pas mal de questions de société.
on a la figure là, de Pierre Teilhard de Chardin, paléontologue, qui va chercher des figures d'humanité à l'autre bout du monde, en Chine, à l'autre bout au fond des âges. Et donc, les débats du créationnisme ou de la théorie de l'évolution. Et donc, on connaît cette figure-là de Pierre Teilhard de Chardin. Les jésuites également, au XXe siècle, vont fortement contribuer au renouveau de l'Église, avec une implication forte dans le Concile Vatican II. Sur la fin du XXe et début du XXIe siècle, la compagnie, qui était, comme une bonne partie du gouvernement de l'Église, très européocentrée, va peu à peu prendre conscience, va basculer. Voilà, le phénomène de la mondialisation. Aujourd'hui, les jésuites sont plus nombreux en Inde ou en Amérique du Sud, voilà, qu'en Europe même. Et donc ça donne des choses un petit peu différentes. Par exemple, les trois pères généraux qui vont se succéder, le père Arrupé il est originaire d'Espagne, il a passé une bonne partie de sa vie au Japon. Kolvenbach aura passé une bonne partie de son temps au Proche-Orient. Adolfo Nicolas dans l'Asie de l'Est. Et puis, plus récemment, le père Arturo Sosa, qui est vénézuélien. Vous voyez, le basculement qu'il y a, que l'on connaît également dans l'ensemble de l'Église aujourd'hui.